Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part explorer un document assez particulier, le Liber Asere. On va regarder de près ce texte qui nous ouvre une fenêtre sur un système de croyances vraiment spécifique, le satanisme anticosmique, tel que le présente un groupe qui s'appelle MLO. Oui, bonjour. C'est un texte qui se veut une introduction, en quelque sorte, à leur vision du monde, leur magie, leur philosophie. Exactement. La source qu'on a, c'est cet extrait. Et leur but affiché est assez clair, hein. Diffuser leurs idées ésotériques pour, je cite, promouvoir une forme plus sombre de satanisme. Ils se positionnent en opposition à d'autres courants. Tout à fait. Alors, notre mission ici, c'est simple, hein. On va essayer de décortiquer les concepts clés de cette vision du monde, mais attention, en se basant uniquement sur ce que dit ce texte. Il ne s'agit pas du tout d'approuver ou de critiquer, mais juste de comprendre une perspective, disons, singulière. Alors, allons-y. Oui, et pour bien comprendre, il faut voir ça comme une tentative de synthèse, en fait. Le document le dit lui-même. Ça fusionne différentes traditions ésotériques sombres. Il crée quelque chose qu'il qualifie de néognosticisme militant, avec une forte coloration satanique. D'accord. Et l'objectif, c'est pas juste théorique, c'est présenté comme visant à s'opposer activement à ce qu'ils appellent le satanisme procosmique. Et même plus largement, à provoquer un changement d'ère cosmique, un nouvel éon, comme ils disent. Ce qui frappe tout de suite, c'est cette opposition vraiment fondamentale qu'ils posent entre deux grands principes, le chaos et le cosmos. C'est vraiment au cœur de leur doctrine, la chaosophie ou chaosophie. Vous pouvez nous en dire plus sur cette dualité? Absolument, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Le texte décrit le chaos comme l'état primordial, la réalité ultime. C'est pandimensionnel. Pandimensionnel. Oui, ça veut dire qu'il aurait une infinité de dimensions, spatiales, temporelles, bien au-delà de notre compréhension. Et surtout, il est acausal, Acausal, c'est-à-dire? libre des lois de cause à effet qui régissent notre univers. C'est la source de tout potentiel, le dynamisme pur, informe, la liberté absolue, quoi. Hmm. Et le cosmos, alors, dans cette vision, comment il est perçu? Alors, le cosmos, notre univers tel qu'on le connaît, il est vu comme une création secondaire. Limité. 3 dimensions spatiales, une temporelle. Très structuré. Et surtout, il est causal. Il obéit à des lois déterministes. Et ça, c'est pas vu comme une bonne chose, j'imagine? Non, pas du tout. Pour les auteurs de ce texte, cette structure, cet ordre, c'est une limitation. Une sorte de solidification de l'énergie primordiale. Une prison pour la conscience en quelque sorte. Le chaos originel serait, selon eux, piégé dans les formes finies du cosmos. Waouh! C'est assez radical comme implication. C'est pas juste une inversion classique du bien et du mal. C'est l'idée que l'existence même, la causalité, le temps linéaire, tout ça serait une erreur fondamentale, une cage à briser. C'est exactement ça l'idée. Et l'individu, il se situe où là-dedans? Le texte parle beaucoup d'une flamme noire. Oui, la flamme noire, c'est l'élément central au niveau individuel. Le texte la décrit comme une étincelle de ce chaos primordial acausal, présente en chaque être humain. C'est notre connexion directe à cette réalité ultime, mais elle se situerait au-delà de notre esprit conscient. Un genre de Dieu intérieur, si vous voulez. D'accord. Et comment cette flamme noire interagit avec ce qu'on appelle notre moi, notre ego? Justement, le texte fait bien la distinction. Il y a le moi, l'ego, la personnalité consciente, qui est vue comme étant largement façonnée par les influences et les limites du cosmos causal. Et puis, il y a Le soi. le soi, qui représente cette existence primordiale à causale, l'essence véritable, qui est en fait identique à la flamme noire. Du coup, l'objectif spirituel, c'est de réaliser une fusion, une synthèse entre ce moi façonné par le cosmos et ce soi originel, chaotique. Et comment on est censé faire ça? Comment cette fusion se produit? D'après le texte, c'est par un travail intérieur assez intense. Une sorte d'exploration des profondeurs de l'inconscient pour ouvrir des portes vers ce soi acausal. Le texte utilise aussi le terme azote, un vieux terme alchimique qu'il réinterprète ici. D'accord. Le but final, c'est de libérer ce soi pandimensionnel, de briser les chaînes de l'ego cosmique et de permettre à cette essence chaotique de s'exprimer pleinement. Pour transcender les limites de l'univers causal.
C'est d'une quête de gnose, de connaissance directe de cette nature chaotique qu'on aurait en nous. Cette idée de briser les limites, on la retrouve énormément dans leur symbolisme, hein. Surtout avec les chiffres. Le 10, par exemple, semble très important pour eux. Ah oui, le 10, c'est systématiquement le symbole de l'achèvement cosmique. Il représente la loi, l'ordre, la forme finie. Pensez aux 10 séphirotes de la Kabbale classique. Pour eux, c'est le symbole de l'emprisonnement du chaos dans les structures. Au niveau psy, c'est l'ego qui contient, qui refoule le soi acausal. Et donc, logiquement, le chiffre qui vient après, le 11, Exactement. Le 11 devient le nombre du chaos par excellence. C'est ce qui est au-delà du 10, ce qui brise le cercle de l'ordre cosmique. Il représente l'absence de loi causale, la liberté totale, la moralité au sens de dépasser la morale dualiste cosmique, et surtout, c'est vu comme le symbole de la porte ouverte vers le chaos primordial, la clé pour sortir de la forme limitée. Et cette idée de brisure, de porte, on la voit aussi dans leur façon d'interpréter le pentagramme, c'est ça? Tout à fait. Le pentagramme classique, pointe en haut ou en bas, il le voit comme une carte du cosmos, un symbole des éléments structurés. Ils insistent sur la version pointe en bas comme étant la correcte. Pourquoi pointe en bas? Pour symboliser la domination de l'esprit, la flamme noire, sur les 4 éléments matériels, feu, air, eau, terre. Et les 10 angles ou croisements du pentagramme sont vus comme les 10 barrières cosmiques liées au chiffre 10. D'accord. Mais il ne s'arrête pas là. Non, justement, leur symbole clé, c'est le pentagramme brisé. C'est un pentagramme qu'ils ont modifié pour qu'il ait 11 angles. 11 angles? Oui, et ça devient le sceau des 11 angles. C'est la représentation graphique de cette rupture des limites cosmiques, la porte vers la causalité. C'est un symbole actif, censé aider à se connecter au chaos. À côté de ça, le dragon est aussi un symbole majeur du chaos pour eux. Souvent sous les noms de Tiamat pour le chaos d'avant le cosmos ou Ubur pour le chaos destructeur post-cosmique. Ces symboles, c'est pas juste des concepts en l'air, j'imagine. Ils sont utilisés dans une pratique qu'ils appellent la magie noire éonique. Qu'est-ce que c'est qu'un néon dans leur vision? Alors, un néon, ici, c'est vu comme une immense force spirituelle qui domine et qui façonne notre réalité. Le plan causal, pendant une très longue période, en général environ 2000 ans. D'accord. Chaque éon imposerait ses propres archétypes, ses modes de pensée, ses systèmes religieux, politiques, magiques. Et ces éons sont vus de manière négative, comme des sortes d'archontes, des dirigeants cosmiques qui maintiennent l'esprit humain prisonnier des structures causales. Et le but de leur magie éonique, ce serait donc de renverser ça? L'objectif affiché est radical, oui. Accélérer la fin de l'éon actuel qu'ils appellent le jour de colère ou Mahapralaya, un terme hindou pour la grande dissolution, et ensuite instaurer ce qu'ils nomment l'éon sombre et sans fin du chaos. C'est une ambition énorme, transformer la civilisation et même le cosmos par des moyens magiques. D'accord. Et comment ils comptent s'y prendre concrètement, d'après ce texte? Quelles sont les méthodes? La méthode principale, c'est d'acquérir une gnose éonique anticosmique. Ça passe par plusieurs stratégies. D'un côté, manipuler et rediriger les énergies des formes culturelles et spirituelles qui existent déjà. Par exemple? Le texte donne l'exemple de subvertir un système comme le christianisme. En glorifiant Satan à l'intérieur de ce système, ils pensent pouvoir perturber ces flux d'énergie et les retourner contre l'ordre cosmique que ce système est censé représenter. La foi elle-même devient un outil. Changer de croyance permettrait de canaliser différentes énergies, tout en gardant cette volonté satanique anticosmique comme fil rouge. Donc ils détournent l'ancien, mais ils créent aussi du nouveau. Exactement. C'est l'autre aspect. Créer activement de nouvelles formes orgies, des idéologies, des courants artistiques, des mouvements sociaux, qui seraient intrinsèquement dynamiques, révolutionnaires, chaotiques, en résonance avec les énergies sombres qu'ils veulent manifester. Le texte parle aussi d'utiliser des points focaux physiques pour concentrer ces énergies. Des lieux de rituel, mais aussi des personnes spécifiques. Et c'est là que le texte aborde un exemple historique particulièrement sensible, n'est-ce pas? Oui, et là, il faut vraiment être précis et rester neutre. Le document source cite Adolf Hitler comme un exemple d'individu qui aurait servi, sans le savoir, de point focal pour certaines forces ou ordres sataniques cherchant à provoquer le chaos et catalyser un changement d'éon.
La source précise bien que ce serait sa personnalité et ses capacités psychiques présumées, et non son idéologie politique, qui l'aurait rendu apte à ce rôle, selon la perspective de ces groupes. Le texte ajoute aussi que la svastika inversée, symbole solaire anti-horaire, aurait été utilisée par des magiciens noirs en contact avec lui comme un outil de dissolution. D'accord, c'est important de le souligner. Absolument. Il est crucial de répéter qu'on rapporte ici le contenu du texte source tel quel. On n'endosse ni ne valide ses affirmations historiques ou ésotériques. Notre but est juste d'exposer les idées présentées dans le document qu'on analyse. Merci pour cette clarification indispensable.